Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Zongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Nous allons continuer notre analyse sur le programme de société de Denis Sassou Nguesso, Accélérons la marche vers le développement. C'est donc le programme ou alors le projet de société sur la base duquel Denis Sassou Nguesso a été réélu pratiquement à près de 95%. Maintenant, mettons les pieds dans le plat pour parler des projets qui justement ont une dimension économique et financière dans la mise en œuvre de ce programme de société. On sait très bien, comme je vous le disais l'autre jour, dans notre récent podcast, je vous ai parlé des privatisations qui concernent les deux principales banques à capitaux publics congolais, la Banque postale du Congo et la Banque congolaise de l'habitat. Mais en fait, il s'agit là, disait le Premier ministre dans l'interview qu'il nous avait accordée, qu'il s'agissait tout simplement d'une cession d'actifs de l'État et que l'État devrait justement céder une partie de ses actifs n'excédant pas pratiquement 51%. Cet argent, avec le fruit d'autres privatisations, va permettre de payer donc la dette. En fait, si vous voulez, l'État s'est engagé dans ce vaste mouvement de privatisation de ces entreprises pour payer la dette. Les entreprises concernées, entre autres, vous avez Congo Télécom, en ce qui concerne la cession d'actifs, Congo Télécom, Eker, la société congolaise de transport fluviaux. Vous avez aussi là-dedans une société, le port autonome de Pointe-Noire, le port de Brazzaville, les ports secondaires, Air Congo et électricité, notamment donc EKVC, la Congolaise des eaux. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le cas d'une des entreprises que l'État voudrait faire passer sur le marché de la privatisation en termes de cession totale, c'est-à-dire de vente totale à 100%. Il s'agit, dans le cas d'espèce, de la Congolaise de gestion de loterie, mais aussi des assurances et réassurances du Congo. Ce sont les deux sociétés que l'État, dans le cadre du programme de société du chef de l'État, va donc justement donc céder entièrement. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la vente des actifs qui devrait concerner le site de Kintélé, notamment le Grand Hôtel, mais aussi les tours jumelles et bien sûr d'autres biens dont dispose l'État. Et comme je venais de le dire, il s'agit justement d'emmagasiner le fruit de ces ventes, de ces cessions, pour pouvoir répondre à l'absorption d'une bonne partie de la dette. Alors, posons les pieds dans le plat et avant d'en parler, je vous livre une information économique. Vous savez que nous vous servons de temps en temps des informations économiques. Retenez en ce qui concerne justement les banques qu'il y a Afriland First Bank, la deuxième plus importante banque en Afrique centrale après la BGFI, qui va aussi donc désormais participer à la concurrence du marché bancaire au Congo. Selon des informations obtenues à bonne source, les dirigeants d'Afriland First Bank sont déjà engagés et devraient même certainement, pourquoi pas, s'installer au centre-ville de Brazzaville où ils sont en train de négocier la première étape de leur siège social au Congo. Il faut noter une chose, c'est que la Commission bancaire d'Afrique centrale a décidé que les banques de la sous-région peuvent désormais s'installer là où bon leur semble, notamment dans le même espace de la zone. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, on va donc connaître l'arrivée d'une banque camerounaise, Afriland First Bank, de monsieur Kebonye
Paul Kémonier, un richissime homme d'affaires camerounais, qui s'installe au Congo. Elle est déjà à Kinshasa. Je crois qu'elle a eu quelques démêlés là-bas et connaît même quelques problèmes, mais c'est une importante banque. Mais alors, justement, est-ce que demain, on peut aussi espérer que des banques congolaises puissent engager leur expansion dans la zone CEMAC? La question mérite d'être posée, d'autant plus qu'une grande banque comme la BESCA a une vision, il faut le reconnaître, panafricaine, d'abord sous-régionale et puis panafricaine. On s'étonne que cette banque, qui est quand même très importante puisqu'elle a été ouverte avec le concours, vous le savez, du partenariat de la Banque agricole de Chine, une très, très grande banque en Chine. C'est d'ailleurs, je pense, la quatrième banque en Chine. Et puis, avec, évidemment, l'actionnariat de l'État congolais, de la SNPC, on s'étonne aujourd'hui que cette banque reste tout simplement contiguë à Pointe-Noire et à Brazzaville, sans chercher justement à s'engager dans un plan d'expansion sous-régional. On avait parlé à un moment donné de manière timide de la possibilité de cette banque de se situer, de s'installer d'abord à Douala et puis quelque temps après à Libreville, mais voilà qu'une banque camerounaise est justement dans le cadre de la libéralisation du marché voulue par la Commission bancaire d'Afrique centrale en train de s'installer chez nous. Et c'est pourquoi l'autre jour, je m'étonnais que l'État veuille absolument donc céder ces banques, alors que ces banques ont pour mission d'aller faire flotter le drapeau congolais. Enfin, si vous voulez, d'aller aussi à l'assaut du marché sous-régional. Ce n'est qu'une parenthèse. Plein pied maintenant sur la congolaise de gestion de loterie. Nous essayons de vous parler de cette société qui donc, disais-je tantôt, va passer sous l'escarcelle de manière entière des privés, selon les vœux qui sont manifestés dans le programme de société du président Denis Sassou Nguesso. La Congolaise de gestion de loterie, il faut le noter, a été créée dans les années 90 d'une entreprise assez florissante à ses débuts, avec un capital social de 500 millions de francs CFA, entièrement libéré par l'État congolais à hauteur de 305 millions, tandis que l'autre partenaire français, le groupe Filidiassi, les Corses, n'en avait pas, qui devait verser 195 millions, n'en avait pas du tout versé. Et puis il y avait un autre actionnaire, c'est justement la Congo Assistance. Bon, là, c'est posé quand même un problème, puisqu'il faut que je vous récapitule la répartition du capital social. Vous avez d'un côté l'État, 80%, s'il vous plaît, 51%, et Filidiassi, 39%, et puis Congo Assistance, 10%. Mais il faut noter une chose, la société a donc démarré sur les chapeaux de roue avec d'ailleurs, dans les années 93-94, une atteinte d'un chiffre d'affaires record de 12 milliards de francs CFA, ce qui a quand même pu générer, dès le départ, n'est-ce pas, des dividendes à se partager. Et la société a ainsi fonctionné, mais sauf que il faut noter une chose, puisque la gouvernance change de main, notamment donc on arrive à cette étape de l'arrivée au pouvoir du professeur Pascal Lissouba, le ministre des Finances de l'époque, Mongonga Ngila Kombo, décide quand même de jeter un coup d'œil sur la structuration du capital de cette société et se rend compte qu'il y a là une société, il y a un actionnaire, notamment Congo Assistance, une fondation à but non lucratif qui ne devrait pas justement figurer dans le capital d'une entreprise génératrice de revenus. Le problème est là, c'est vrai que les uns diront qu'il s'agit tout simplement d'une affaire politique, les autres diraient que c'est tout simplement sur la base de la lecture réglementaire en matière de capitalisation ou de capital, de constitution de capital d'une entreprise comme celle-là. On ne peut pas avoir des structures à but non lucratif. Et donc, là, le ministre des Finances de l'époque décide de la sortie du capital de Congo Assistance. Bon, l'affaire fait bon, l'entreprise fait bonne route. Et puis, on arrive à cette guerre de 1997 avec les conséquences que vous pouvez imaginer. Un nouveau directeur général est nommé pendant la période post-conflit. Il s'agit de Feu Philippe Andeli.
qui lui-même donc était expert comptable, et puis en même temps, il était quand même à l'époque le directeur général du commissariat national aux comptes. Donc, un expert comptable très connu, très craint et très réputé, il se rend compte de la supercherie dans la constitution du capital de la Congolaise de gestion de loterie. C'est-à-dire que le groupe français Filidiassi, qui perçoit des dividendes, n'avait jamais libéré son capital d'un montant de 195 millions de francs CFA. Et puis bon, là aussi, on remet quand même, n'est-ce pas, on réintègre dans le capital Congo Assistance, et qui fait donc finalement, dans ces conditions, Filidiassi, sous la pression de Andeli, donc est obligé de plier bagage et de sortir du capital pour la simple et bonne raison que ils n'ont jamais donc versé, ils n'ont jamais libéré leur capital, c'est-à-dire en termes simples, ils n'ont jamais justement payé les 195 millions de francs CFA qui leur revenaient en rapport avec leur, leurs actions qui étaient donc de 39% au niveau du capital de la Congolaise de gestion de loterie. C'est vrai que les Filidiassi, bon, repartent quand même sur la pointe des pieds. Chose étonnante, ils ne remboursent pas le trop perçu. C'est-à-dire, entre-temps, ils ont pu percevoir, s'il vous plaît, un montant de 1,309 milliard de francs CFA comme produit des dividendes. Donc voilà, des Français qui sont dans le capital, enfin, quand je dis des Français, Filidiassi, ils sont dans le capital, ils n'ont jamais libéré leur capital, leurs actions, mais en même temps, ils ont perçu, jusqu'à cette période où arrive Philippe Andeli, ils avaient déjà perçu 1,309 milliard de francs CFA. Et ils s'arrangent par des mécanismes qui leur sont propres, en cherchant le parapluie au plus haut niveau, n'est-ce pas, à quelques niveaux de l'État, pour repartir sur la pointe des pieds du Congo sans avoir donc eu à reverser le trop perçu, sans avoir eu à libérer le capital. Toujours est-il que l'État rachète donc dans ces conditions les actions de Filidiassi, et l'État part donc de 51% d'actions à 90%, n'est-ce pas, de souscription au capital. Tandis que Congo Assistance, qui vient d'être réintégré, en a donc 10. La société, eh ben, est quand même toujours dans une situation florissante, mais il faut noter qu'aujourd'hui, la Congolaise de gestion de loterie, qui n'a pas pu se mettre en phase avec les mutations en cours, les mutations technologiques, pour se situer dans la dimension concurrentielle imprimée par des entreprises de loterie, des jeux du hasard, qui ont pignon sur rue et par lesquels aujourd'hui les gens, n'est-ce pas, passent pour faire des paris via des terminaux numériques. Ben, la Congolaise de gestion de loterie n'a pas pu le faire et se retrouve aujourd'hui dans une situation difficile avec un lot de 200 agents, s'il vous plaît, permanents, et un peu plus de 500 qui sont, n'est-ce pas, des prestataires, c'est-à-dire qu'on les appelle les mandataires. Si vous faites donc le calcul, on est quasiment tout compte fait à plus de 700 agents au niveau de la Congolaise de gestion de loterie. La société n'arrive même plus à payer ses cotisations sociales auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale. On se retrouve là quand même, s'il vous plaît, avec un lot de 9 601 milliards de francs CFA d'impayés au titre des cotisations sociales. Mais cette phase a quelque peu été arrangée grâce à la Caisse nationale de sécurité sociale, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle dans le jargon de l'ingénierie une titrisation. C'est-à-dire, ça a permis qu'on essaie de reprendre cette dette-là et de la revendre, de la replacer, n'est-ce pas, sur le marché. Et il semble que c'est une structure de l'Afrique de l'Ouest, notamment par les Ivoiriens, qui auraient donc pu justement racheter cela, ce qui a permis donc à la Caisse nationale de sécurité sociale, qui ne s'occupait plus vraiment des cas des agents de la Congolaise de gestion de loterie qui étaient à la retraite, et on a donc pu éventuellement donc étudier leur dossier. Je crois qu'il y en avait pratiquement à cette époque une soixantaine de dossiers qui n'étaient pas pris en compte. C'est comme ça qu'au moins à ces niveaux,
on a pu régler la dette sociale envers notamment la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais il y a une autre dette sociale, c'est celle qui concerne justement les arriérés de salaire. Les arriérés de salaire, là, on est, s'il vous plaît, à 1,8 milliard de francs CFA. Aujourd'hui, certainement un peu plus, parce que les chiffres que je vous donne sont certes récents, mais il faut noter que ça a quelque peu grimpé. Et vous avez encore une autre dette, celle-là, elle est commerciale, c'est la dette envers les fournisseurs, avec les prestataires de services qui permettent justement à la Congolaise de gestion de loterie d'avoir les éléments substantiels qui font fonctionner l'entreprise, dont des Indiens, par exemple. On est à 1,3 milliard de francs CFA aussi d'impayés. Donc, une situation catastrophique si vous ajoutez à cela aussi une dette fiscale qui va au-delà de 30 milliards de francs CFA. Ça veut dire que la Congolaise de gestion de loterie, non seulement ne reverse pas les taxes sur la valeur ajoutée, mais aussi les IRPP, et ainsi de suite. Bref, on est à plus de 30 milliards de francs CFA. Donc, la société aujourd'hui est vraiment dans une situation où les charges sont plus élevées que, n'est-ce pas, les recettes. C'est-à-dire que la société n'a pas pu engager une mutation, comme je le disais d'entrée de jeu, pour essayer, n'est-ce pas, de se préparer à la concurrence. L'État aussi, à un certain niveau, n'a pas pu aussi protéger la Congolaise de gestion de loterie pour se situer dans une espèce de monopole. Parce que le marché de petite taille, on l'a tellement ouvert, on l'a libéralisé pour que d'autres sociétés de jeux de hasard arrivent et viennent donc justement mettre la propre société de l'État dans une situation assez difficile. Alors la question qui se pose dans ces conditions, parce que il faut noter une chose, parce que comme l'État dit aujourd'hui que la Congolaise de gestion de loterie va entièrement être mise sur le marché de la privatisation, il y a quand même des questions qu'on se pose. Avant d'engager une telle initiative, il faut d'abord qu'on fasse ce qu'on appelle une évaluation patrimoniale ad valorem. Ah, c'est trop technique pour ceux qui ne comprennent pas. Je vais essayer de simplifier les choses pour que nos mamans qui vendent des maniocs comprennent. Lorsque vous voulez revendre, par exemple, votre vieille chaussure ou votre vêtement, parce que c'est connu, le marché de puces, marché aux puces comme on dit en Europe, ou alors chez nous on dit le marché de Massola. Lorsque vous allez chez quelqu'un qui vend des Massola, c'est-à-dire des chaussures ou alors des vêtements, la personne essaie un tout petit peu d'inspecter ses chaussures et les vêtements pour voir est-ce qu'il y a un défaut, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut arranger auprès du cordonnier. Il essaie d'arranger la chaussure, il essaie même de la cirer afin qu'elle soit très présentable et quand quelqu'un vient pour acheter cette chaussure, la valeur est quand même à un certain niveau. C'est différent que s'il avait vendu sa chaussure en l'état, c'est-à-dire l'état dans lequel se trouvait par exemple cette chaussure à l'arrivée. Pareil pour les vêtements. Et c'est ce qu'on appelle donc une évaluation dans le langage de l'audit, on appelle ça une évaluation patrimoniale. Ad valorem, c'est-à-dire en fonction de la valeur. Si l'État aujourd'hui décide de revendre la Congolaise de gestion de loterie dans les conditions que je viens de décrire, c'est-à-dire vous avez un passif très lourd et les actifs, ça reste quoi? Les bâtiments, quelques immobilisations et quelques biens, n'est-ce pas, mobiliers. Et je crains que à la fin, le repreneur puisse, n'est-ce pas, reprendre ses biens à un franc symbolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne paye pas grand-chose. Il vient, il prend une entreprise qui n'a vraiment pas d'actifs et les actifs sont un peu les bâtiments et quelquefois, bon, on lui cède cette entreprise à un franc symbolique, c'est-à-dire à un prix trop bas.
Et moi, je pense que dans le cadre d'espèces, pour que l'État gagne quand même quelque chose, il va falloir procéder donc à une évaluation patrimoniale ad valorem. C'est ce que, par exemple, puisqu'il faut que je revienne, je vous ai parlé de l'ex-CIC, c'est-à-dire le Crédit pour l'agriculture, l'industrie et le commerce, qui avait donc été mis sur le marché de la privatisation, et cela a été géré par un Congolais d'ailleurs, je vous ai donné son nom, Gilbert Bopunza. Il avait donc là trouvé une banque qui était quasiment en banqueroute, a essayé de la redresser, a essayé de lui donner une certaine valeur, l'a rendue fréquentable, l'a ressourcée par des moyens qui étaient non seulement de faire que tout ce qui devait soit justement mis dans des conditions d'exigence de rembourser ce qu'ils doivent à la banque. On a ainsi ressourcé la banque et la banque est redevenue très fréquentable. D'ailleurs, même s'il n'y avait pas l'exigence, c'est un euphémisme, du Fonds monétaire international, eh ben, je pense que cette banque aurait pu échapper à la privatisation. Elle a eu une certaine valeur. Cette valeur a fait qu'elle soit quand même vendue aux Marocains à un prix tout à fait acceptable, et que, de l'autre côté, l'État puisse aussi faire exigence de ses desiderata en disant pas de personnel à la porte. Or, dans le cas de la Congolaise de gestion de loterie, tel que les choses se présentent, le passif vous est décrit ici, même s'il y a une vilaine manière au Congo aujourd'hui, lorsque une entreprise est mise sur le marché de la privatisation, ah ben, on s'est dit, c'est pas grave, le passif va être transféré à la caisse congolaise d'amortissement, et les gens creusent davantage en organisant toutes sortes de prévarications à l'intérieur de l'entreprise, en spoliant même certains biens, en se disant de toute façon l'entreprise va être vendue et donc c'est le temps d'en profiter parce que ça va aller à la caisse congolaise d'amortissement. Je pense qu'il faut peut-être penser dans le cadre de la mise sur vente, dans le cadre, n'est-ce pas, de la mise sur le marché de la privatisation de ces deux entreprises, des assurances et réassurances du Congo, de la Congolaise de gestion de loterie. Il faut certainement se dire qu'il y a lieu, dans un premier temps, d'assurer, n'est-ce pas, le relèvement des actifs, de même essayer un tout petit peu d'effacer une partie du passif afin qu'il y ait quand même une certaine bonne valeur marchande qui permette à l'État de discuter un tout petit peu d'égal à égal avec le futur repreneur, et l'État en ce moment peut se faire certainement, pourquoi pas respecter, puisque sa signature peut éventuellement être mise à contribution pour dire non, vous n'allez pas mettre tout le personnel dehors, ou alors vous n'allez pas du tout mettre une seule personne dehors. Ce sont des choses qui se passent dans le cadre, n'est-ce pas, des privatisations. Si cela n'est pas fait, alors, sauf si, parfois, on le sait chez nous, hein, dans le cas des privatisations, non seulement au Congo, mais en Afrique, les gens s'arrangent, ils créent des sociétés écrans, et puis ils reviennent, ils se présentent par des personnes intermédiaires qui peuvent être des gens de type arabe ou de type blanc pour dire, bon, ce sont ces gens qui rachètent la société, mais tout en sachant qu'en sous-main, il y a quand même des gens qui se sont bien servis de cette offre de l'État. Donc, comme l'État a justement besoin d'argent pour, n'est-ce pas, rembourser les dettes, puisque l'objectif, quand on lit le programme de société du chef de l'État, c'est de faire que le fruit de ces privatisations puisse justement être servi au paiement de la dette. Ce qui est retenu, hein, ça vient pas de moi. Donc, il appartient justement à l'État de non seulement faire une évaluation patrimoniale ad valorem, mais aussi en même temps, pourquoi pas, de pouvoir, n'est-ce pas, donner une certaine valeur à ces entreprises. Si la valeur marchande ne paraît pas bonne au terme de l'évaluation, il faut certainement essayer de redresser certaines choses pour que l'État puisse éventuellement gagner quelque chose. Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Alphonse Ndongo TV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce. À très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.